Bien, vous n'avez pas de questions. Ok, donc on va continuer. Je vais partager mon écran. Ok, bien. On va ouvrir QGIS. C'est quel QGIS que vous avez? Bon, il y a plusieurs versions. Moi, j'ai le 3.8. 3.28, pardon. C'est quelle version vous avez installée? Bon, je sais que ça dépend. Il y a plusieurs versions. Au moins 3.16, on peut faire, à partir de 3.16, on peut faire cet exercice avec. C'est quel? Je vous attends pas. Bon, moi, mais si. C'est ça, il y a 3.54. Donc, au moins, il y a 3.16. C'est ça. Oui, monsieur. Voilà, parce que si c'est inférieur, ça va être un peu compliqué. À partir de 3.16, bon, on va voir. Je dis ça parce que les, souvent, il y a un changement au niveau de l'emplacement des outils qu'on recherche, les fenêtres, etc. Donc, c'est juste ça. Sinon, ça fait le même travail. Bien, donc, moi, j'ai installé. Pour moi, c'est 3.28, comme vous pouvez le voir. Bien. Euh, D'abord, ce qu'on va faire, on va essayer d'ouvrir l'image. Je vais vous montrer comment ça se fait. Et puis, ensuite, on va délimiter la zone. Bon, très souvent, on- quand c'est une grande surface, c'est difficile à traiter. Ça prend beaucoup de temps. Donc, on va délimiter la zone. D'accord? Et avant de commencer le traitement, bien. Donc, je vais aller chercher les images. OK. Vous voyez, il y a le schéma qui est en haut, donc je vais aller chercher dans mon répertoire où j'ai déposé. Voilà, OK. Bien, donc pour que ça soit facile, vous regroupez toutes les bandes dans un seul dossier. Au moins, c'est ce que j'ai fait. Parce que quand vous prenez une image Landsat, à partir de 8, 9, il y a beaucoup de bandes. Il y a beaucoup d'informations. J'allais dire, il y a des bandes dont on n'a pas besoin, telles que les bandes thermiques, et voilà, les choses comme ça, on n'en a pas besoin. Donc, moi, j'ai pris juste les 7 bandes. Moi, j'ai travaillé avec Landsat 8. Donc, j'ai regroupé les 7 bandes dans un seul dossier. Voilà. Je vais les envoyer dans l'espace de travail. Voilà. Donc, voilà comment se présente mon image. Donc, vous voyez que c'est une scène. Bon, cette scène, ça a une superficie de 185 km sur 185 km. C'est énorme. Alors que moi, je ne vais pas travailler sur toute cette zone-là. Donc, je vais délimiter ma zone d'étude. Comment est-ce que je vais délimiter? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Voilà, donc je vais délimiter ma zone d'étude. Moi, ma zone d'étude, c'est Korogo, par exemple. Voilà, donc Korogo, il sait que c'est là. Bon, je vais zoomer, vous allez voir à quoi ça ressemble. Au début, ça ressemble à une patate, mais au fur et à mesure, vous allez voir la ville. Voilà. Donc, vous voyez, la ville commence à se préciser. Tout ce que vous voyez là, c'est la ville. D'accord? Bon, je vais réduire encore, tout petit peu. Euh, voilà, donc je vais encore réduire un peu, un tout petit peu.
Voilà. Donc, la ville, c'est ce qui est un peu au milieu. Donc, je vais délimiter. Euh, avant de commencer à traiter les images, il faut installer l'extension SCP. Ça, c'est très important. Moi, je l'ai déjà installé. Bon, si ce n'est pas fait, vous venez dans l'extension, d'accord? Et j'ai installé et géré les extensions. Voilà. Donc, à partir de là, vous cherchez SCP. C'est facile. Voilà, SCP, vous cliquez dessus, vous l'installez. D'accord? Parce que ça, c'est la première étape pour pouvoir faire n'importe quel traitement. Ça va? Vous avez déjà installé cette application. Voilà, OK. Donc, si c'est fait, il n'y a pas de problème. Voilà. Bien, donc, je vais dans SCP, je vais dans Preprocessing, voilà. Preprocessing, Clip Raster Band. Donc, c'est ce que je prends, voilà. Euh, mais avant de délimiter la zone, il faudrait ajouter ça dans bande 7, l'ensemble des bandes, les bandes que je vais traiter. Donc, je vais les ajouter dans mon espace de travail simplement. Voilà, bon, pour ceux qui ont ça, vous cliquez sur bande 7 et puis ajouter, d'accord? Donc, cette étape est très importante et je l'ajoute, d'accord? À partir de là, je peux commencer mes traitements, mes opérations de traitement proprement dit. OK, donc, je rabat cette fenêtre. OK, euh, et voilà, je reviens encore, voilà, c'est fait. Je vais dans, pour délimiter ma zone d'étude, je vais dans Preprocessing, Clip Raster. Voilà. Donc, si vous Bonjour avez... monsieur, Oui, excusez-moi. oui. Monsieur, vous êtes rapide. Bon, d'accord, OK. De toute façon, Merci c'est... monsieur. OK, de toute façon, c'est enregistré aussi. Donc, euh, mais bon, je vais tenir compte. C'est à partir d'où tu suis pas. Donc, la première étape, comme je l'ai dit, la première étape, c'est... Je vais fermer ça. La première étape, c'est aller chercher les images dans un dossier. D'abord, il faut organiser le dossier d'images. Tu ne regroupes que les bandes avec lesquelles tu vas travailler. J'ai dit, par exemple, on ne travaille pas toutes les bandes, hein, les bandes thermiques. Voilà, donc, si c'est Landsat 8 ou bien 9, les bandes avec lesquelles on va travailler, c'est de 1 à 7. Vous comprenez, on ne va pas travailler avec les autres bandes. Donc, vous les regroupez dans un dossier et vous allez les chercher. À partir de là, voilà la fenêtre qui est là. Bon. Donc ici, la fenêtre qui est tout à fait en haut, voilà, vous allez dans... Ça permet de naviguer pour aller vers le répertoire. Bon, moi, je l'ai mis dans D. Voilà, donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai navigué pour aller dans mon répertoire. Bon, dans mon répertoire, j'ai nommé le répertoire bande 1 à bande 7. C'est avec ça que je vais travailler. Donc, je les ouvre. D'accord? Ce que j'ai fait, je les sélectionne et puis je les transfère dans mon espace de travail. D'accord? Bon, ça doit apparaître dans la fenêtre juste en dessous où on a mis couche. D'accord? Voilà. Et puis, je vais dans SCP, bande 7. Pardon, je vais enlever ça. Bon, bande 7, ça, c'est ce que j'avais déjà fait tout à l'heure. Bande 7, je les enlève.
OK? Bien, donc, j'ai dit que cette étape est très importante. Euh, la première étape, c'est bande 7, ensemble des bandes sur lesquelles je vais travailler. Donc, il faudrait que je les télécharge dans cette fenêtre-là. Pour faire, c'est facile. Ouais, on a puis sur plus, d'accord? Et puis, les 7 bandes apparaissent ici. Ouais, bande 1, bande 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, je les valide. Bon, je peux cliquer dessus un à un, mais cette option-là me permet de les sélectionner tous en même temps. Vous voyez, une fois que c'est fait, je clique sur OK. Donc, ça apparaît dans cette fenêtre-là, normalement. Est-ce que ça fait... Tout le monde est arrivé à cette étape? Monsieur. Oui, monsieur. OK, bien. Donc, après, la prochaine étape, c'est clip. Voilà, donc j'ai dit tout à l'heure que je ne vais pas travailler sur toute la scène. Bon, ça peut arriver, hein. Bon, si tu travailles sur une grande superficie, peut-être que tu peux travailler même avec 2 scènes, 3 scènes, etc. Mais ça demande beaucoup de ressources, des ordinateurs beaucoup performants. Et puis, il faut avoir une mémoire, il faut avoir une très bonne mémoire de traitement, tout ça là. Donc, c'est pourquoi on a pris pour cet exemple une zone qui est quand même relativement euh, limitée. C'est pas trop grand, ça permet d'aller vite dans les traitements. Maintenant, quand tu comprends le processus, tu peux l'appliquer à n'importe quelle zone. D'accord? Mais c'est très rare de travailler sur toute une scène. Ah, donc, c'est pourquoi cette étape-là est très importante. Ah, donc, pour délimiter ma zone, je vais dans Pré-Processing, vous voyez? Et puis, il y a un ensemble d'outils qui est là. Moi, je clique sur Clip Raster Band. Raster Band, ça va? Bien, donc, ici, je vais travailler sur l'ensemble des bandes. Donc, par défaut, on a donné un nom. Bon, je peux travailler sur plusieurs ensembles de bandes. Je peux travailler les bandes avec les images de Landsat 7, Landsat 8, et Landsat même 4 ou 5, etc. Voilà, donc, ça, c'est le 7 bandes. Bon, pour le moment, j'ai un seul jeu de bandes, donc je laisse ça. Maintenant, je vais donner le nom de la zone délimitée. Bon, bon, par exemple, moi, je vais mettre quoi? J'aime Korogo, voilà, je mets Korogo. Bon, je mets H, bon, ça suffit. Et puis, je mets 0,1. On peut mettre Korogo. Je ne sais pas si ça va rentrer. Donc, je mets seulement corps. Je mets les 3 premiers chiffres, d'accord? Corps 0,1. Ça dit Korogo. Bon. Ensuite, je mets les coordonnées. Les coordonnées, si je connais les coordonnées de ma zone, je les fais rentrer ici. D'accord? Vous savez, dans le SIG, on fait rentrer seulement que 2 coordonnées. Il y a ce qu'on appelle le point supérieur gauche et puis le point inférieur droit. Donc, ça forme un carré. Mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ça, c'est quand tu connais les coordonnées de ta zone. Maintenant, si tu ne connais pas les coordonnées, c'est pas grave. Donc, tu viens ici où il y a plus. Donc, tu sélectionnes là, d'accord? Et puis, tu reviens sur ton image. Vous voyez, bon, mon curseur s'est transformé en plus. Donc, moi, c'est cette zone-là, c'est sur cette zone-là que je vais travailler. Donc, comment on définit les coordonnées? Donc, admettons, c'est un carré. Donc, le point supérieur gauche, en abrégé, c'est UL, upper left. D'accord? Donc, je clique ici. D'abord, je fais un clic gauche avec un clic droit successivement. D'accord? Et puis, je viens ici, je fais un clic gauche. Vous voyez, ma zone est délimitée.
Donc, je peux ajuster, je peux diminuer, je peux augmenter, etc. Bon, ça va? Bien, donc, une fois que c'est fait, je reviens à ma fenêtre. Voilà. Donc, vous voyez, les coordonnées apparaissent ici, sur cette fenêtre. Ici, c'est UL, n'est-ce pas? Et puis, c'est LR. On a dit UL là, ça veut dire quoi? UL, ça veut dire quoi? Upper left, c'est-à-dire le point supérieur gauche. Le point supérieur gauche, il est là. Le point supérieur gauche. Et puis le point inférieur droite. C'est ce qui est abrégé LR. Lower right. L'autre, c'est upper right. Donc, pour définir les coordonnées euh, d'une zone d'étude, c'est comme ça on fait ici. Donc, voici le point supérieur gauche et puis le point inférieur droite. Dès que tu cliques sur ces deux points-là, les coordonnées de la zone apparaissent directement sur cette fenêtre-là. Ça va? Bien, donc, une fois que c'est fait, une fois que les coordonnées apparaissent, vous voyez, et en bas, je clique sur Run. Je mets en marche. Voilà, il me demande de choisir un répertoire où je vais stocker les résultats. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, ça. Bon, moi, je mets la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 23. J'écris un dossier. Nouveau dossier. Je mets par exemple 23 02 24. Le dossier. Voilà. Donc, vous voyez ici, on a mis sélectionner un dossier. Donc, c'est dans un dossier que je vais mettre tous mes résultats du traitement. Je fais OK. Voilà. Donc, il est en train de calculer. Voilà. Il est en train de tourner. Tourner, tourner. Voilà. C'est terminé. Donc, ma zone est découpée. D'accord? Mais ici, je ne vois pas parce que j'ai plusieurs bandes. Donc, je vais aller dans la fenêtre couche. Je vais décocher les bandes. Bon, puisque je n'aurai même pas besoin de ces bandes, vous voyez. Ici, dans cette fenêtre, j'ai toutes les bandes. Donc, celle-là, c'est la première bande. Je n'ai pas besoin de ça. Ma zone délimitée. Donc, les bandes dont je n'ai pas besoin d'avoir, les bandes qui concernent toutes les scènes, je vais les supprimer. Il y a cette bande-là. Je vais supprimer ça. Celle-là. Donc, je supprime les bandes qui portent sur toute la zone d'étude pour laisser seulement sur ma zone définie. Donc, je vais les sélectionner une à une. Voilà. Corbeau, c'est corbeau, corbeau, corbeau. Voilà. Donc, c'est celle-là qui cache. Donc, je supprime. Une fois que c'est sélectionné, je supprime la couche. OK. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai ma zone qui est délimitée. C'est cette zone-là qui est là. Ouais. Ça va? Donc, voilà ma nouvelle fenêtre de travail. Donc, je n'aurai plus à travailler sur toute la scène. Ça, c'est trop dézoomé, c'est juste pour montrer. Voilà.
Je vais un tout petit peu encore. Ça va? Bien. Donc, je vais dans bande 7. Je vais aussi. Ce qui est important, c'est cette fenêtre-là, bande 7 là, parce que c'est ce qui. C'est dans cette bande, c'est dans cette fenêtre-là que toutes les opérations se passent. Donc, si tes bandes ne sont pas là, c'est que tu peux travailler avec. Donc, ici, on a travaillé avec toutes les scènes. Maintenant que je les ai supprimées dans l'autre fenêtre, la fenêtre d'aperçu, donc je vais les supprimer aussi dans la fenêtre de travail. D'accord? Je les supprime là, je les sélectionne, je fais la même manière. OK. Bon, ici, on les enlève avec le signe plus et puis moins. Donc, plus c'est pour ajouter, moins c'est pour enlever. Donc, ici, je les enlève. D'accord? Donc, je vais ajouter les bandes qui concernent uniquement ma zone délimitée. Donc, pour cela, je fais plus. D'accord? Vous voyez que c'est Korogo apparaît comme je l'ai fait tout à l'heure. Je sélectionne tout et puis je les ouvre ici. Ça, c'est dans ma fenêtre de travail. D'accord? Bien. Donc, voilà comment on délimite une zone d'étude. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va, tout le monde est arrivé à le faire? Non, monsieur. Bon, d'accord. Donc, je vais vous donner 5 à 10 minutes, d'accord, pour que vous puissiez délimiter votre zone d'étude. Ça va? D'accord, monsieur. OK. Donc, je reviens au maximum 10 minutes. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Ok, moi j'arrive. Appelez les bons, les gars. Bon, on va suspendre l'enregistrement, ne pas que ça soit trop long. Les bonnes choses déjà. Ça aussi, elle a. Elle a. C'était installé. C'est là que tu dois plus là. Est-ce que en haut là? Oui, c'est ça, c'est SBD. Bonne 7. Bonne 7. 27. Oui, 27. Quand tu l'as déjà, là. 27, 27. Ouais, c'est mieux. C'est venu maintenant. Ok, tu donnes la 27. Tu appelles le 27. 27. Quand on vient d'après ça, il y a un plus. Toi, tu n'es pas là-bas. Tu n'es pas là-bas. J'ai SCP là. Oui, SCP, oui. Tu n'es pas là-bas. Voilà. Tout le monde est sur 27 là. Il y a un plus à votre droite là-bas. Vous cliquez sur le plus. Voilà. Vous avez l'ensemble des différentes bandes que vous avez appelées. Voilà. Est-ce qu'il peut même là? Vous installer l'extension d'abord. Donc, ça. Bien, donc, après avoir délimité la zone d'étude, nous allons commencer à améliorer la visualisation. Si vous remarquez bien, ici, tout est en noir et blanc. On appelle ça au niveau des gris. Quand vous zoomez, vous voyez un peu l'aspect de la ville, mais on n'arrive pas à distinguer grand-chose. Donc, on va commencer le premier traitement qui est un traitement visuel. Ça permet d'améliorer un peu la qualité visuelle de cette image. Vous voyez, on a au total 7 bandes. On peut visualiser bande par bande. Ici, vous venez là, on a la bande 7 et puis bande 6. Bon, vous voyez,
On peut afficher bande par bande, d'accord? Donc, en jouant ça, vous voyez que ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Voilà. Donc, après, on va venir ici. Voilà. Donc, vous pouvez visualiser bande par bande. Voilà. OK. Mais si vous remarquez, tous ces affichages sont en noir et blanc, à niveau des grilles. Donc, voilà. Bon, moi, pour améliorer ma visualisation, je veux faire Monsieur, sortir en couleur. D'accord? Oui? monsieur, on a une question, monsieur. Oui? Est-il possible de travailler sur la manière dont on a procédé avec les différentes bandes? Est-il possible de travailler avec un fichier où on a toutes les bandes qui sont empilées? C'est-à-dire une métafile de, de la scène sur laquelle on travaille. J'ai pas bien compris. C'est-à-dire, ici, on a appelé les différentes bandes de la bande 1 à la bande 7. Oui? OK. Je demandais, est-ce possible également de travailler de cette même manière, mais pas avec les bandes de façon décomposée, mais empilées, comme la manière dont Non, on fait sur le VS King sur Envy. non, ben, je viens. Donc, ici, c'est pourquoi on est allé dans bande 7 là. Tu vois, ici, vous voyez, dans SCP, il y a bande 7. Monsieur. D'accord? Voilà, dans cette fenêtre, on a regroupé tout ce jeu de bandes, tout ce jeu de bandes en un seul dossier. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle bande 7. Donc, toutes les opérations qu'on va faire, ça va porter sur ces bandes-là. D'accord? Donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce que on fait les compositions colorées pour faire apparaître une image en couleur. D'accord? Mais tout ce qu'on va faire comme opération, ça va concerner ce jeu de données. Tu as la possibilité d'ajouter un autre jeu de données. D'accord? Si tu affiches là. Donc, tu peux ajouter plusieurs jeux de données. Moi, c'est par souci de simplification que j'ai pris un seul jeu de données avec les 7 bandes. Donc, j'ai créé un dossier et dans mon ordinateur, je suis allé les appeler puis les regrouper dans l'environnement de travail. Donc, comme vous avez vu, on n'a pas utilisé toutes les bandes. Il y a les bandes thermiques, par exemple. Nous, on ne va pas utiliser les bandes 8, par exemple. Les bandes 9, on ne va pas utiliser ça parce que ça ne nous sert pas dans notre étude. Ouais, donc, l'utilisation des bandes dépend de l'objectif. On va voir par la suite qu'on ne va même pas utiliser toutes ces bandes-là, d'accord? Bien. Donc, on va continuer. Donc, moi, je veux afficher mon image en couleur. Il y a la possibilité de le faire, d'accord? Puisque ici, c'est seulement en noir et blanc, quelles que soient les bandes qu'on utilise, que ce soit bande 1, bande 2, bande 3, etc., c'est en noir et blanc. Donc maintenant, pour pouvoir afficher une image en couleur, il me faut au moins 3 bandes. D'accord? Il me faut 3 bandes au moins pour afficher une image en couleur. Alors que j'ai combien de bandes ici? J'en ai 7. Voilà. Donc je peux voilà, effectivement afficher ça en couleur. Donc, euh, on peut, on peut même, pour ceux qui sont aguerris, ils peuvent même travailler avec les images en noir et blanc. D'accord? Et vous voyez, il y a certaines choses qui sont visibles. On peut travailler, voilà, on peut faire les traitements avec une image en noir et blanc. Mais bon, de façon générale, les gens aiment utiliser en couleur. Ça permet vraiment de mettre en exergue tous les détails, peut-être qui sont cachés avec les niveaux de gris. Donc, c'est pourquoi il est intéressant d'afficher ça en couleur. Alors, comment je vais afficher en couleur? Donc, c'est facile. Donc, je vais dans SCP, d'accord,
Je vais dans Basic Tool. Tout le monde voit ça. Basic Tool, voilà les opérations que peut faire, exporter les signatures, importer les signatures. Maintenant, il y a RGB Composite. RGB Composite, c'est ce qui permet d'afficher les images en couleur. Donc, je clique dessus, d'accord? Donc, j'ai cliqué dessus et je viens là. Une fois que j'ai cliqué dessus, bon, ici, par défaut, il me donne seulement que trois compositions colorées, d'accord? Mais moi, je veux, donc, pour afficher plus de compositions colorées, vous voyez, je viens dans bande combinaison. Voilà, je clique sur l'icône. Voilà, il me demande est-ce que je veux calculer toutes les compositions colorées. Et vous voyez que j'ai dit oui, je clique dessus. Voilà. Donc, il me donne toutes les compositions colorées possibles. Le principe, c'est quoi? J'ai sept bandes, d'accord? Et puis, je dois utiliser les trois couleurs primaires. Vous vous rappelez de ces trois couleurs primaires? Ce sont lesquelles? RGB, rouge, bleu, vert. RGB, c'est ce qu'on a en anglais, c'est RGB, c'est-à-dire le rouge, Vert, le bleu, le bleu, et le vert. voilà, et le vert. Et le vert. Donc, d'accord? Donc, vous voyez, c'est comme si c'est une statistique avec trois combinaisons, vous voyez les possibilités que j'ai. Donc, c'est comme si je fais des groupes de trois avec les sept bandes. Donc, il y a à peu près combien de possibilités? Il y a à peu près jusqu'à 210 possibilités. Voilà, donc, je vais venir là. Je vais les afficher. Donc, pour afficher les compositions colorées, c'est simple. Vous allez dans cette fenêtre RGB qui apparaît dans la barre d'outils du SCP. Vous choisissez la composition colorée que vous voulez. Par exemple, moi, je prends la première composition. Ça n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que les autres bandes sont cochées. Donc, je vais décocher toutes les autres bandes là. D'accord? Je vais garder seulement, voilà, je vais garder seulement euh, la combinaison RGB qui est là. Voilà, le bleu, le vert et puis le rouge. Donc, ça, c'est la première combinaison. Je peux choisir une autre combinaison. Par exemple, je viens là. Ça, c'est 1, 3, 5. Est-ce que vous voyez? 1, 3, 5. Je peux aller, je peux choisir 2, 5, 7. Donc, il y a énormément de possibilités. D'accord? Maintenant, moi, pour me guider, pour faire ce cours-là, on a dit l'objectif, c'est de mettre en exergue tout ce qui est roche, tout ce qui est affleurement. D'accord? Donc, dans le cours, on a dit quoi? Pour vous vous souvenez, donc, pour le traitement des données Landsat, il y a un certain nombre de combinaisons qui est recommandé. Par exemple, la combinaison 7, 4, 3. C'est ce qui est recommandé, d'accord, pour pouvoir mieux visualiser les roches. OK? Donc, je vais choisir, je vais revenir dans ma fenêtre de travail. Je choisis la composition colorée. C'est quelle composition colorée on avait dit? 7. 4, 3. Voilà, je viens 7, 4, 3. Donc, je viens ici. Je cherche la combinaison 7, 4, 3. Je vais dans les 7. 7, 4, 3. Elle est là. Voilà. Voilà. Donc, c'est cette combinaison-là qui est intéressante. D'accord? Donc, vraiment, bon, pour mettre en exergue les affleurements et les roches, on utilise très souvent cette composition colorée-là. Ça va? Voilà. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, je peux euh, faire ma classification. Ici, vous voyez, j'ai une meilleure visualisation des entités.
Voilà, donc je dézoome un peu. Donc, par exemple, tout ce qui a une forme géométrique bien définie, ce sont les habitations. Vous voyez, ici, ce sont les habitations. Vous voyez que là, je vois, ça ressemble à un affleurement, à une colline qui est en plein milieu d'habitation. C'est pas, bon, pour ceux qui connaissent Korogo, c'est pas rare. Bon, il y a des petites collines qui sont un peu par-ci, par-là. Voilà. Ça, c'est bien visible. Voilà. Et ça, je sais que c'est habitation, c'est certain. Il y a des affleurements. Maintenant, ici encore, il y a d'autres affleurements. Et on voit un peu qu'il y a un peu de végétation, etc. Alors, donc, on arrive vraiment à mieux distinguer les différentes entités de nos zones d'études. Voilà. Bien. Est-ce que vous êtes arrivé à afficher ça chez vous? Oui ou non? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui sont en ligne? Monsieur, excusez-moi, j'ai une question. Oui, oui, Allô? oui, Oui, monsieur, ma question porte sur les bandes par rapport à ce que mon camarade a essayé de dire. oui. J'aimerais savoir, vu que là, ce qu'on a affiché, ce sont des données TIFF avec pour extension TIFF. Donc, Avec j'aimerais quoi? savoir, est-ce que avec l'extension TIFF, Oui, TIF, oui. donc là, j'aimerais savoir, est-ce que on a la possibilité pour un tel travail d'utiliser des données qui auront l'extension mtl.txt? Bon, vous voyez, euh, en SIG, il y a deux grandes extensions. Il y a les rasters et puis il y a les vecteurs. Tu vois? Voilà, donc, Oui, monsieur. raster, c'est tout ce qui est image. Ça peut être TIFF, ça peut être JPEG, ça peut être n'importe quoi. Voilà. C'est tout ce qui est image. D'accord? Maintenant, il y a les vecteurs. Vous voyez là, les vecteurs, c'est tout ce qui est polygone, tout ce qui est polyline. Voilà. Donc, avec QGIS, on peut travailler avec toutes les extensions. D'accord? Pourvu que ça soit raster. Vous voyez ici, c'est TIFF. TIFF, ça fait partie de la grande famille des images raster. Vous voyez? Donc, quand Oui, monsieur. l'image est en raster, tu peux travailler avec. Quand c'est en vecteur, tu peux travailler avec. D'accord, monsieur. Ça va? OK. Merci, monsieur. Bien, donc, une fois que j'ai choisi la bonne combinaison, bon, ça c'est ce que le cours recommande, d'accord? Mais vous pouvez vous amuser à choisir d'autres compositions colorées. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'autres compositions colorées. Vous voyez? Voilà, donc, vous pouvez vous amuser à faire ça. Mais dans le cours, on nous a recommandé une certaine combinaison. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Nous, on a utilisé la combinaison 7-4-3. Donc, on va donner 7-4-3. Ou bien c'est 7-3-4, je sais pas. Je vais aller Monsieur, vérifier. 7-4-3, OK. Voilà. monsieur, 7, oui, c'est 50, on ne trouve pas 743, hein, ça se limite à 120. Alors qu'on doit aller jusqu'à 210. chez toi là-bas. Oui. Attends, c'est quel QG là? Mais c'est la même chose que vous. 3,28. Ah bon, c'est quand même curieux. Bon, 7-4-3, attends, je vais 7-4. Un instant, je vais, voilà. Mais tu reprends le processus parce que normalement, ça doit. Voilà, donc ici, quand tu cliques sur RGP, donc il te donne en normal, il te donne toutes les possibilités. Voilà, donc tu cliques sur voilà, RGB et puis tu fais bande combinaison. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde ou bien c'est lui seul? Je n'entends pas les autres. Est-ce que vous arrivez à afficher cette combinaison-là? Oui, 7, 4, monsieur. Oui, 3. monsieur. Donc, ça veut dire que bon,
Donc, ça veut dire que, bon, toi, tu dois reprendre. Peut-être il y a eu un bug quelque part. Ça arrive. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui, Dans le choix comment je vais dire ça, des combinaisons. des bandes, Oui, oui, des oui, bandes juste de combinaison, oui. pourquoi on s'est juste limité à la septième bande? J'avais parlé, oui, des autres bandes comme les bandes thermiques, mais pourquoi dans ce cadre-là, on n'utilise pas les autres bandes comme 8 jusqu'à... Voilà. Parce qu'il y a Donc, des... comme son nom l'indique, les bandes thermiques permettent d'afficher la température. Alors que nous, ce qui nous intéresse, ce sont les réflectances. Voilà, donc on n'a pas besoin de toutes les bandes, d'accord? Donc, c'est les bandes qui nous donnent l'information sur la température, l'humidité. On n'a pas besoin de ça pour ce cours. Peut-être que pour un autre cours, on a besoin de ça. Ça va? Oui, oui, ça va, monsieur, ça va, monsieur. Merci beaucoup. Bien. Est-ce que, on peut continuer? Voilà, donc, après avoir identifié mes zones, donc soyez très attentifs. Maintenant, bon, comment on appelle ça, faire la classification, il y a un autre traitement qu'on peut faire, d'accord? Euh, bon, je le fais maintenant ou après, bon, je vais le faire maintenant, d'accord? Et puis, on va terminer par la classification. Bien, donc, je viens dans SCP toujours, la fenêtre des SCP. Donc, vous voyez, dans le cours, on a dit pour mieux visualiser les affleurements, on peut faire des compositions colorées, n'est-ce pas? Avec la bande, par exemple, 7, 4, 3. Et puis aussi, on peut faire les rapports de bande. Par exemple, la bande 3 sur bande 1 ou bien la bande 7 sur bande 5. Ça permet d'améliorer la visualisation. Maintenant, comment on fait le rapport des bandes? Voilà, donc c'est ce qu'on va voir ici. Le rapport des bandes, c'est simple. Donc, tu vas dans raster et puis calculatrice raster. Bon, d'accord. Donc ici, ça me donne la possibilité de faire toutes les opérations arithmétiques. Voilà, donc je vais choisir mon répertoire ici. D'accord, mon répertoire de travail. Ça, c'était hier. Bon, ici. Aujourd'hui, c'est le 23 et je pense que j'ai mis dans le dossier 23. OK. Dans ce dossier, je vais travailler. Je mets ici rapport de bande. Rapport, bon, il n'y a pas tout écrit. Rapport de bande. J'écris les bandes. Je fais le rapport 3 3 sur 1. 3 sur 1. Donc ici, je mets 3, 1. D'accord? Ça, c'est le premier exercice que je vais faire. Et puis, je vais choisir mes bandes ici. C'est en ordre. Bon, ça, c'est bande 1, bande 2, bande 3, bande 4, bande 5. Ça, c'est en ordre. Donc, je fais le rapport de bande 3 sur bande 1. Donc, ici, je clique 2 fois dessus. D'accord? Et puis, il y a la division qui est là. Et je reviens cliquer sur la bande 1. Voilà. Donc, ça me donne ce rapport-là. D'accord? Et puis, je valide, je fais OK. Voilà. Voilà le résultat. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple qui permet d'améliorer. Voilà. Donc, voilà comment on fait
rapport de bande. Donc, tout ça, c'est dans l'objectif d'améliorer la visualisation. D'accord? Bon, je peux choisir un autre rapport. Voilà, je vais encore dans raster calculator, raster, raster, voilà, calculatrice. Cette fois-ci, je prends quel rapport? 7/5. 7/5. Voilà, donc je viens, je mets ici, je garde le même dossier. Voilà, je mets rapport de bande, bande 7/5. Voilà, donc, bande 7 comme c'est en ordre, je clique sur bande 7 et puis je fais diviser par la bande 5. OK, et c'est OK. Voilà, je visualise. Voilà, donc, ouais, donc ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que tout ce qui a un niveau de gris élevé sont des affleurements. En fait, ça peut être des sols nus, sont des zones à forte réflectance. Vous voyez, une roche, par exemple, qui n'est pas masquée par la végétation, a une forte réflectance. C'est la même chose que les zones d'habitation. C'est pourquoi ça apparaît à un niveau de gris élevé. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà, donc ici, c'est un peu ça. Voilà, donc je vais. Bon, là, apparemment, ça me donne beaucoup d'informations. Voilà, donc je reviens. Une fois que c'est fait, je décoche. Je peux travailler simultanément avec tout ça, hein, pour pouvoir identifier la zone. OK. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, avec la combinaison colorée, et 7, le rapport de bande 7/5, à côté là, donc ici, ça veut dire que ce sont des zones d'habitation isolées, par exemple ici. Et puis, quand je reviens, voilà, voilà. Donc ici, on a, en tout cas, avec ce rapport de bande 7/5 là, on a une belle interprétation à niveau d'écrit. Ça permet vraiment de donner le maximum d'informations. D'accord? Donc, pour la suite, nous, on va travailler avec la composition colorée qui s'affiche là. C'est bon? Bien, donc, on va faire maintenant la classification. D'accord? On va identifier les zones. En fait, quand je dis les zones, les entités, et puis maintenant les regrouper. Vous voyez, un exemple classique au niveau du traitement des images, c'est ce qu'on appelle la classification. Ça permet de regrouper les informations. Par exemple, les zones d'habitation sont dispersées dans ma fenêtre. S'il y a des affleurements, c'est dispersé dans la fenêtre, etc. Donc, je vais regrouper toutes ces informations-là. Donc, c'est ce qu'on appelle classification. Ça permet de regrouper tout ce qui est identique en termes de réflectance, puisqu'on travaille avec les réflectants. Donc, on va regrouper toutes les entités qui ont la même réflectance ou bien qui ont la réflectance semblable. Donc, c'est cette opération-là qu'on appelle classification. Donc, pour ce faire, on va définir ce qu'on appelle les zones d'entraînement. Ça demande quand même une certaine connaissance au niveau de la zone d'étude, puisque pour définir les zones d'entraînement, il faut savoir ce que c'est. Voilà, donc, c'est ce exercice-là que nous allons faire. Bon, donc, je vais définir mes zones d'entraînement. Donc, je vais dans la fenêtre SCP qui est affichée à ma gauche. Voilà, dans le dossier, vous voyez ici. Donc, quand je clique sur dossier, bon, il me dit, je viens là, dans Training Input.
Training input, c'est là que je dois définir mes zones d'entraînement. Donc, je mets, par exemple, Z, entraînement. Z d'entraînement, je mets 0. Je peux définir plusieurs, je peux définir plusieurs zones d'entraînement. Donc, je fais 0, 1. D'accord? Ou bien je peux définir plusieurs jeux de zones d'entraînement. Donc, je donne un nom. J'enregistre dans le dossier de travail. D'accord? Une fois que c'est fait, bon, vous allez voir juste en bas de la fenêtre, MC, ça veut dire les macro-classes et puis les classes. Donc, ça veut dire que dans mon plan de travail, je peux définir les grandes classes. Par exemple, je peux dire végétation. Ça, c'est une grande classe. Dans végétation, il y a culture, il y a savane, etc. D'accord? Ou bien je peux définir une macro-classe telle que sol nu. Dans sol nu, je peux mettre les habitations, je peux peindre les affleurements, etc. Donc, c'est cette organisation-là euh, qui est là, qu'on appelle macro-classe et puis les classes. Bien. Donc, je définis ma première classe. Ici, je vais commencer par les zones d'habitation. Bon, je mets habitation 1. Bon, je mets habitat 1. Bon, c'est habitation 1. Donc, pour cet exercice-là, donc, pour être simple, je vais définir les classes uniques. Je ne vais pas définir les macro-classes. Donc, je donne le même nom. Mais habitat, habitation 1. D'accord? C'est le nom de ma première classe que je vais définir. Donc, une fois que c'est fait, je viens en haut dans la fenêtre de SCP, ouais, où c'est indiqué plus. Donc, ouais, je vais d'abord zoomer ma zone. Donc, si je vais prendre- Donc, je viens cliquer ici où il y a plus pour définir mes polygones. Donc, ici, je vois. Donc, je clique dessus. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'ai défini ma première classe. OK. Une fois que j'ai fini, je valide avec clic droit. D'accord? Voilà. Donc, je vais valider cette première classe-là en venant cliquer sur signature, juste en bas. Vous voyez où c'est écrit signature là. Donc, je clique dessus pour valider la première classe que je viens de définir. Là, c'est en train de calculer. Et il va calculer la réflectance. D'accord? Bien. Bon, ici, il me donne des couleurs par défaut. Je peux les changer. Bon, est-ce que vous avez fait la sémiologie graphique? Monsieur. Oui ou non? Non, monsieur. Non. Bon, en, en si, il y a des couleurs conventionnelles. D'accord? Par exemple, pour représenter l'eau, on va utiliser la couleur bleue. Pour représenter la végétation, c'est le vert. D'accord? Pour les zones d'habitation, on peut utiliser les couleurs un peu sombres, telles que gris ou bien la couleur brune, marron, etc. Moi, je vais utiliser le gris qui est là, d'accord? Le gris. C'est la même chose pour les macro-classes. Donc, ça, c'est la première classe. Bien. Je peux tourner encore. Voilà. Ça, c'est un peu différent. Donc, je vais prendre ici aussi. Bon, ici, c'est une zone qui est un peu au centre. Mais je vais prendre
les zones qui sont dans les périphériques aussi. Donc, je vais définir ma deuxième classe. Je viens cliquer sur plus. Bon, pour le moment, vous suivez, d'accord? Et puis après, vous allez essayer de prendre tout seul. Donc, je définis la deuxième classe. Voilà. Une fois que c'est fait, je valide avec le clic droit. Donc ici, je mets habitat 2. C'est toujours dans la zone d'habitation, mais c'est pour montrer la différence, les zones qui sont densément habitées et puis les zones où il y a espace entre les habitations. Je mets habitat 2, par exemple. Ici, habitat 2. Une fois que c'est fait, je valide avec signature. Donc ici, je change la couleur, je prends une couleur un peu plus claire. Voilà, ok. Euh, Ça va? Bien, donc je continue. Comment vous affichez les couleurs de ces habitations-là? Les polygones là. Donc, Donc, que en vous fait, avez mis là, comment ici, changer ces là donc vous voulez? pour changer la couleur, il faut cliquer 2 fois dessus. Ah, ok. Voilà, il faut cliquer 2 fois dessus et puis tu changes. Bon, ici, je me rends compte, est-ce qu'on peut les supprimer? Bon, je vais ici, si par exemple tu t'es trompé, un item, tu peux supprimer. D'accord, ici, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vais supprimer ça. Voilà. Bon, si tu te trompes, moi, je mets dans un cas où je me suis trompé. Voilà, donc, donc, ça va. Donc, ici, je réponds l'exercice pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, pour faire la classification, d'abord, on a dit qu'on clique ici. Vous voyez le deuxième icône qui est là. Et puis ensuite, je vais dans le répertoire. Donc, cette fois-ci, je vais prendre classification 2. Ça veut dire le premier là, j'étais en train de faire et puis je me suis trompé. Donc, je reviens, je mets un autre nom, je valide. Enregistrer. D'accord. Bien. Donc, je définis mes classes. Vous voyez que ici, tout est déjà parti. Donc, je reviens encore. Pour définir la classe, je viens cliquer sur plus. Bon, ici, c'est une zone qui est densément peuplée. Donc, je viens, je fais clic droit, je valide. Et puis, je donne un nom. Par exemple, j'ai mis ici Habitat 1. Donc, ici, on a dit qu'on va choisir le même nom pour le macro et puis pour le micro. D'accord? Donc, ici, à ma première classe, une fois que c'est fait, je vais valider la signature sur ça. Voilà. Donc, on a dit qu'on peut modifier. D'accord? Donc, pour modifier la couleur, donc je double-clique dessus. Donc, pour les zones qui sont densément habitées, je vais prendre un gris un peu foncé. D'accord? Un gris un peu foncé. Voilà. Je fais ça. Je fais la même chose pour moi.
Donc, quand il gris un peu foncé, alors, d'accord? Bien. Donc, je vais définir encore une autre zone qui est en périphérie des zones de transformation peuplées. Donc, je viens ici. Ça, c'est ma deuxième zone. J'ai défini ma deuxième zone, mon deuxième item. Donc, je mets habitat, habitat 2. Ça va? Habitat 2. Donc, n'oublie pas, ici, il faut changer d'identité de macro. Bon, puisque je travaille avec les mêmes classes, macro et puis micro, donc je mets 2. Ça va? Donc, et je valide par signature. Ça va? Bien, donc, je viens, je change la couleur aussi. Donc, ici, je vais prendre un gris qui est un peu clair. Voilà. Bien, donc, quand je regarde l'image, quand je regarde de près l'image, il y a ici, ça ressemble à quoi? Au milieu ici, en pleine zone d'habitation. Oui, je vous écoute. Ça ressemble à un affleurement, n'est-ce pas? Naturellement, changement topographique. Voilà, ça ressemble à une colline. Voilà, ça ressemble à une colline. Voilà, donc, je vais identifier cette zone-là qui est très visible. Je viens ici. Ça, c'est ma troisième entité que je vais définir. Je fais clic droit pour valider. Bon, ça, je vais, comme il y a plusieurs types d'affleurement, mais je ne sais pas c'est quel type, donc je mets affleurement 1. D'accord? Affleurement, je mets affleur 1. Ici aussi, je mets affleur 1. Je change ma co-classe, donc je suis toujours, ça c'est ma troisième classe qui est là. Donc, quand c'est fait, je valide par OK et par signature. Où j'ai la signature, je clique dessus. Je m'assure qu'il n'y a pas, je ne me suis pas trompé quelque part et puis je valide. Il va calculer ça. Bien, bon, les affleurements, on va garder les mêmes couleurs. On va garder la couleur brune. Comme ça, on va garder la couleur brune. Alors, on va prendre un peu foncé. La couleur brune, un peu foncé, on va les affleurements. Vous avez ça? Oui, on garde ça, oui. C'est OK. Les affleurements. La couleur brune. Et quand je regarde encore l'image, je vois encore si ça ressemble aussi à un affleurement. Si j'ai identifié cette zone, je prends, je clique dessus, ça ressemble à ça. Ok. Fais clic droit, d'accord.
Donc ici, c'est affleurement 2. Affleurement 2, on ne peut pas, je mets affleurement 2. Et sur le quatrième item, et puis je calcule. OK. Voilà. Donc, là, je change les couleurs. Je prends toujours la couleur brune, mais un peu foncée. Donc, je vais prendre la couleur brune, mais un peu foncée. Voilà, un peu foncée. Voilà. Couleur brune, un peu foncée. Ça va? Donc, j'ai défini déjà 4 items. Bon, quand je regarde encore vers ici, il y a un peu de vert dedans. Bon, c'est pas une zone habitée. Donc, je vais mettre ça. Je mets ici, par exemple, savane, savane 1. Voilà, ici. Bon, nous sommes dans une zone de végétation. Bon, je mets végétation 1. Mais je ne sais pas si c'est une savane arbustive ou bien si c'est une savane arborée. D'accord? Donc, c'est pourquoi il faut un autre support pour pouvoir te guider. Il faut avoir une connaissance du terrain. D'accord? Pour pouvoir te guider, pour savoir ça, ça correspond à quoi exactement. Mais moi, j'ai identifié ça comme végétation 1. D'accord? Donc, on va lui donner un nom générique comme ça. Vous pouvez même utiliser des orthophotos tels que Google Earth euh, et autres supports pour vous aider à bien identifier les classes. D'accord? Donc, ici, je vais mettre végétation 1. Je valide. Je mets le nom ici. Je mets beige 1. Et puis ici, je mets beige 2. Ici, je suis dans mon cinquième item. Donc, d'accord, et je mets valider. Je clique sur signature pour calculer la signature spectrale. OK. Donc, je change la couleur et ici, je peux prendre, ce vert là, vert, ce vert. Je peux prendre ce vert là, d'accord. Je change ici. Non, c'est ce vert là. OK. Bien, donc, une fois que c'est fait, vous voyez, il y a une zone qui est un peu, qui ressemble à de la végétation brûlée, bon, qui est différente de ce type de verre. Ouais, non, donc, ici, ça peut être des cultures, ça peut être, mais c'est vraiment différent de ce qu'on voit là. Donc, si vous voyez ça, donc je prends ça comme une classe. Je prends ça comme une classe. D'accord, et puis, donc ici, je mets par exemple culture. Culture, culture, non. OK? Donc, c'est sixième item. Donc, je calcule. Ça va? Donc, bon, ici, je mets par exemple la couleur jaune.
Voilà. Donc, et je calcule la signature spectrale. Ça va, donc on va se limiter à ces 6 items-là, d'accord? On peut définir d'autres en fonction de notre connaissance du terrain ou bien basant sur autres supports tels que les orthophotos qui permettent de bien distinguer les choses telles que Google Earth, par exemple. Donc, je me limite à ces 6 classes-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Par la suite, je vais aller dans SCP, fenêtre SCP, d'accord? Où on a écrit Pro, c'est Band Processing. Donc, ça, c'est la première étape pour faire la classification. Choisir les zones d'entraînement. J'ai dit tout à l'heure que l'intérêt de la définition des zones d'entraînement, ça permet de regrouper toutes les informations qui ont la même signature spectrale, qui sont regroupées par-ci, par-là, à travers l'image. D'accord? Une fois que cette étape est franchie, on va lancer maintenant la classification. La classification, c'est dans Band Processing. Je viens dans la classification. Je vous ai dit de suivre. Après, vous allez voilà, essayer de reprendre. Donc, je fais classification. Donc, ça apparaît ici dans ma fenêtre à classification. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai plusieurs algorithmes. Il y a maximum de vraisemblance, il y a minimum distance, il y a multiple. Donc, tout ce que vous voyez là sont des algorithmes qui permettent de classifier. D'accord? Maintenant, nous, pour cet exercice, on va prendre le premier algorithme, un maximum de vraisemblance. On appelle ça maximum Littlewood en anglais. D'accord? Donc, c'est cet algorithme que je vais utiliser. Mais il faut retenir que très souvent, c'est cet algorithme qu'on utilise et puis l'autre, Spectral Angle Mapping, sont les deux là qu'on utilise très souvent pour avoir une bonne classification. Bien, après ça, je lance mon processus. Je vais dans Run. Ah, donc, je mets ici résultat classif 1. D'accord? J'enregistre et calcule. On est calculé. Voilà. Voilà le résultat de ma classification. Voilà. Alors voici oh, qu'est-ce que je fais là? C'est devenu trop petit. Excusez-moi, j'ai trop dézoomé. Voilà. Je vais zoomer un peu. Donc, voilà un peu le résultat de. Oh, qu'est-ce que je fais? Ça va pas. Je vais zoomer un peu. Donc, voilà le résultat de ma classification. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une classification. Donc, voilà un peu mon image traité. Donc, j'ai les différentes entités, etc. Voilà. Donc, euh, vous avez bien suivi les différentes étapes. Donc, ce qu'on va faire par la suite, je vais vous laisser 15 à 20 minutes. Vous allez reprendre le processus de classification vous-même. D'accord? Et si vous rencontrez des difficultés, quand je vais revenir et puis on va échanger là-dessus.
Mais avant de vous laisser, est-ce que vous avez des questions? Ah, monsieur. Non, monsieur. Donc, ça va. Donc, vous pouvez le faire. Donc, je vous accorde au maximum 30 minutes. Il est, il est quelle heure? 11h42. 11h42. Donc, on se retrouve 11h42. On se retrouve vers, dans 30 minutes, c'est-à-dire à midi 10 par là. D'accord, monsieur. OK. Je vais suspendre l'enregistrement pendant ce temps et puis dès que je reviens, on va continuer. Mais est-ce que tu peux te rapprocher un peu du micro là, parce que je ne t'attends pas bien. Je disais, Oui, quand on était au niveau des zones d'entraînement, quand on sélectionnait zone les différentes d'entraînement. classes, la Mhm. zone d'entraînement là, Oui, je n'ai pas vu. Il y a une partie en bas où il y a deux cases où on mettait les noms là, habitat, et on écrivait. oui, oui. Voilà, en Ouais. bas même, on a. Voilà, c'est ça. Pour dire, Ici, c'est là, on va. regarde ici. Il y a MC. Je sais, MC, je c'est sais, macro classe. D'accord? je sais. Et puis, comment on appelle ça? Il y a des classes C, c'est la classe. Donc, une macro classe, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit tantôt. Quand tu dis végétation, il peut y avoir des cultures, il peut y avoir même dans les cultures, là, tu peux différencier les anacardiers, les manguiers, etc. Mais tout ça, tu les mets dans macro-classe. Donc, tu peux faire une classification avec les macro-classes. D'accord? Ou bien tu peux faire une classification avec les classes. Tu comprends? Voilà, donc tu choisis ce que tu peux faire. Moi, c'est par souci de simplification que j'ai fait ça. Je n'ai pas utilisé les macro-classes, j'ai identifié les classes en même temps. Voilà, donc avant de lancer la classification, tu vas voir, tu as la possibilité de paramétrer. Soit tu fais la classification avec les macro-classes ou bien les classes individuelles. Mais pour ce exercice-là, moi j'ai fait ça avec les classes individuelles. Donc, c'est pourquoi j'ai euh, assimilé les macro-classes aux classes. Ça va? Donc, Oui, c'est non, bon. bon, ce qu'on va faire, s'il n'y a pas autre question, attendez un instant. Voilà, donc, pour, pour le reste à faire, donc, vous allez faire. Donc, si vous finissez, bon, avant de terminer, vous pouvez exporter les résultats là. Vous savez comment ça se passe. Donc, il y a une partie ici, importer, exporter. Vous pouvez exporter en format image, simplement. Moi c'est de ça que j'ai besoin dans les TPA. Donc, vous avez terminé les quiz. Vous avez terminé les quiz, n'est-ce pas? Les quiz, ça c'est la première partie. Maintenant, la deuxième partie sont les TPA. Donc, pour les TP, vous allez faire un petit rapport, d'accord, de quelques pages. Vous allez définir votre zone d'étude. Vous allez décrire brièvement votre zone d'étude, si c'est en Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire, le département, etc. D'accord? Et puis, j'espère que vous prenez note, hein. Voilà. Donc, ensuite, vous allez délimiter la zone. Donc, je vais d'abord la scène, d'accord, la scène, et puis ensuite, je veux la zone délimitée. Vous allez délimiter comme je l'ai fait, et puis à chaque étape, vous mentionnez à quelle étape vous êtes. Par exemple, un, la scène qui recouvre la zone d'étude. Deux, la délimitation de la zone d'étude. Et puis, en trois, par exemple, vous allez utiliser les compositions colorées.
Donc, on a dit pour ce cours-là, le type de composition colorée qui a été recommandé. Donc, c'est ce qu'il faut appliquer, le 7-4-3. Donc, vous êtes maintenant dans le traitement. Et ensuite, vous allez définir le rapport de bande. Donc, on a dit la composition colorée. Je vois une image avec les compositions colorées. D'accord? Et puis encore une autre image avec les rapports de bande. Les rapports de bande qui sont recommandés pour mettre en exergue les roches, les affleurements. Vous utilisez ça et puis vous me mentionnez c'est quel rapport de bande. Ça va? Et puis ensuite, vous allez faire la classification. Vous allez faire la classification comme on a dit. Voilà, donc, moi, ce que je vais faire, je vais regarder la composition colorée pour voir est-ce que les classes là sont réalistes, etc. Donc, c'est pourquoi je vous demande ça. Et enfin, vous allez voilà, mettre la légende. Bon, ici, voilà, donc, vous allez ajouter la légende, le vert, ça correspond à quoi, le bleu, ça correspond à quoi, etc. Donc, vous faites ça, je vous donne combien de temps? 3 jours, c'est bon? Monsieur, s'il vous plaît, Oui, Une semaine. une monsieur, semaine. Mais il y a des gens qui ont déjà fini, il y a des gens qui ont déjà fini, il suffit de juste voilà, arranger ça. Bon, d'accord, je vous donne une semaine, au plus tard, le vendredi, toutes les activités doivent être rendues. Merci, monsieur. Merci, monsieur. C'est bon? Bon, maintenant, comme... monsieur, oui, oui, monsieur, oui, Siba, je t'écoute. Qui a bien Je t'écoute. Bon, donc, je pense que c'est ça l'essentiel. Donc, ce qu'on a fait, il faut retenir que c'est juste un exemple de traitement d'image. D'accord? Mais on peut pousser même ce traitement d'image plus loin. Et puis, bon, comme vous allez le constater, ArcGIS permet de faire beaucoup de choses. D'accord? On peut même aller dans les détails au niveau des affleurements pour savoir c'est quel type de roche c'est constitué. D'accord? Est-ce que ce sont les roches granitiques? Est-ce que ce sont les roches sédimentaires? Est-ce que ce sont les roches métamorphiques? Etc. Maintenant, ce qu'on ne peut pas faire avec les images Landsat, évidemment, c'est la détermination des minéraux, les éléments constitutifs de la roche. Est-ce que notre roche est constituée de feldspath, de quartz, de mica? Bon, ce sont ces éléments qu'on appelle les minéraux. Donc, pour faire cette analyse, on va utiliser un autre type d'image. C'est quelle image qu'on a vue dans le cours qui permet de rentrer vraiment dans les détails pour arriver à cartographier les minéraux de façon précise. C'est quelle image on a vue? Voilà, hyperspectral et ultraspectral. Mais malheureusement, on ne peut pas faire de TP sur ces images pour la simple raison que ce sont des images qui ne sont pas accessibles, ce sont des images qui sont payantes et puis ça coûte très très cher. Voilà, donc c'est pourquoi on ne va pas faire ce TSI sur ces images. Mais il faut retenir le principe. Donc, avec les images satellitaires, c'est possible d'identifier les roches, c'est possible d'identifier les minéraux. Voilà, donc, et ensuite, on les cartographie. Donc, ce qu'on a fait, c'est juste, on va dire, une petite partie des possibilités que offre QGIS en matière de traitement d'image, en matière d'extraction d'informations. Donc, quand on dit traitement d'image, c'est extraire les informations. D'accord? Voilà, donc, bon, voilà un peu. Donc,
souvent même, on n'a pas besoin de faire une classification, une classification supervisée. À partir de la composition colorée, il y a des gens qui arrivent à avoir les informations dont ils ont besoin. Il y a des gens avec les rapports de bande, voilà, donc ils arrivent à avoir les différentes informations dont ils ont besoin. Voilà, donc voilà un peu l'objectif de ce TP. Vous voyez que c'est pas les deux séances, trois séances ne suffisent pas pour maîtriser QGIS. Moi-même, je ne maîtrise pas QGIS. J'ai besoin d'une seule tâche, et traitement d'image. Donc, c'est ce que je fais avec QGIS. D'accord? On peut faire pas mal de choses avec QGIS. Son avantage, c'est que c'est intéressant et c'est facile à manipuler. Pour ceux qui ont déjà manipulé d'autres logiciels tels que Erdas ou bien Envy, vous vous êtes rendu compte que ça, c'est beaucoup plus facile. Et puis, on a pas mal d'extensions qu'on appelle les plugins qui permettent de réaliser les tâches spécifiques. Voilà. Donc, par exemple, il y a cette extension HCMGL qui permet d'afficher les images de très haute résolution, telles que les images de Google Earth. Donc, il y a pas mal de choses que QGIS peut faire. Voilà, donc l'objectif, c'était ça pour vous montrer comment est-ce que on peut télécharger une image, euh, comment est-ce que on peut traiter une image pour extraire les informations dont on a besoin. Quand on parle d'image, c'est une source de multitude d'informations. Les, les écologistes peuvent utiliser les images pour en extraire les informations dont ils ont besoin. Les botanistes, les géologues, les géographes. Bon, vous voyez, il y a pas mal d'acteurs, il y a pas mal de personnes qui peuvent utiliser les images, d'accord, pour en extraire les informations dont ils ont besoin. Donc, et le traitement, le type de traitement dépend du type d'information dont on a besoin. Donc ici, le type de traitement qu'on a fait, c'est pour pouvoir isoler tout ce qui est sol nu, tout ce qui est affleurement. D'accord? Mais ça, c'est dans l'ensemble. On pouvait aller plus loin en identifiant, comme je l'ai dit tout à l'heure, les différentes familles de roches. Les roches magmatiques, les roches sédimentaires, les roches métamorphiques. Mais ça va demander une image d'une résolution de beaucoup plus élevée. Aujourd'hui, on a travaillé avec une image d'une résolution de 30 mètres. Voilà, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour voir certains détails. Mais c'est le même principe qu'on a vu tout à l'heure. Mais si vous avez en face de vous une image qui a une résolution beaucoup plus élevée, ça peut être 10 mètres, ça peut être 15 mètres, ça peut être même moins d'un mètre, mais c'est le même type de traitement. D'accord? Bien, donc, je vais vous laisser le temps. Bon, j'espère que vous avez aimé ce cours. Voilà, donc moi, j'avais l'objectif de voilà, allier la théorie et puis la pratique. Donc, c'est pour vous montrer que tout ce qu'on fait en théorie, on peut faire ça en pratique. Bon, il peut arriver que bon, on n'arrive pas à manipuler. Bon, soit il y a des contraintes qui sont là, d'accord? Il y a soit au niveau de la disponibilité des ressources, ou bien même au niveau même de la puissance des machines, etc. Si on n'a pas ça, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Voilà, on peut faire les cours de façon pratique, de telle sorte que vous puissiez tirer le maximum de profit. Donc, une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez étendre ça à d'autres domaines, vous pouvez aller encore dans les détails. Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main, c'est Siba. Oui, oui, monsieur. Merci pour votre présentation. J'ai comment je vais dire ça, une question. Oui, C'est vas-y. par rapport au niveau des mines, en fait, quoi. Est-ce Oui. qu'il y a, nous avoir des couleurs très spécifiques qui est liées à leur classification au Bon, niveau en d'une fait, carte? euh, bon, ici, ça dépend de la résolution de l'image. Nous, on a pris une image qui a une résolution faible. D'accord? Attendez un instant. OK.
Voilà, donc, Siba, donc, ici, c'est juste un exemple de traitement, d'accord, avec une image qui est accessible gratuitement, mais le seul inconvénient, c'est que la résolution est faible, c'est 30 mètres. Donc, tu ne peux pas voir tous les détails. Tu peux isoler tout ce qui est affleurement, d'accord? Mais tu ne peux pas Oui, aller au-delà pour savoir est-ce que ce sont des roches granitiques, est-ce que ce sont des roches métamorphiques, est-ce que ce sont des roches sédimentaires. Et puis encore, si par exemple ce sont des roches granitiques, est-ce que c'est constitué de quoi? C'est constitué de minéraux noirs, des minéraux clairs, etc. Donc, ça dépend du type d'image. Par exemple, vous pouvez faire ce même exercice avec les images sport. Les images sport ont une résolution un peu plus élevée qui est entre 10 et puis 15 mètres, si je ne me trompe pas. Vous pouvez vérifier ça sur Internet. Donc, vous allez voir qu'en faisant ce même exercice avec cette image, vous allez avoir encore plus de détails. Voilà. Donc, avec cette image, malheureusement, on ne peut pas aller dans les détails pour savoir la composition de la roche et même pour pouvoir identifier le type de roche. Mais ce qu'on peut faire, c'est le terrain et puis le laboratoire, on va dire comme ça, le terrain et puis l'image. Bon, tel que j'ai fait ici, tout ce qui est affleurement, j'ai mis ça en marron. D'accord? Voilà, donc, et je peux aller dans les détails. Bon, je vais délimiter ma zone maintenant. Je vais définir une fenêtre sur les affleurements. D'accord? Donc, vous voyez, je ne sais pas si tu comprends la démarche. D'abord, il faut oui, je identifier comprends la démarche, monsieur. voilà, les grandes classes. Comme dans ma zone, il y a forêt, il y a, il y a, il y a les habitations, tout ça là. Donc, dans un premier temps, je fais une classification qui me permet de savoir où sont les affleurements. Une fois que j'ai identifié ces zones, donc je fais un recadrage, je définis une nouvelle fenêtre, cette fois-ci sur les affleurements. D'accord? Donc, avec cette fenêtre, je peux Oui, voir avec, bien sûr, si l'image, si la précision le permet, je peux voir il s'agit de quelle famille de roches. Donc, de façon générale, on a trois grandes familles de roches. On a les roches magmatiques, on a les roches sédimentaires et puis les roches métamorphiques. Donc, je vais identifier maintenant mon affleurement là. Est-ce que cet affleurement est constitué de roches magmatiques? Est-ce que c'est constitué de roches sédimentaires ou bien de roches métamorphiques? Si j'ai une image de faible résolution telle que la Landsat, je ne peux pas le savoir. Mais par contre, si j'ai un autre type d'image qui est beaucoup plus précise, cette image me dira, ah, il s'agit des roches, par exemple, magmatiques. Et puis, en me servant aussi de mes connaissances en géologie. Par exemple, je sais qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on a deux grands ensembles géologiques. On a le bassin sédimentaire qui est au sud et puis on a le socle. Mais quand je suis dans la zone de Korogo, je suis dans le socle. Ça veut dire que là-bas, je ne peux pas avoir de roches sédimentaires. Je n'ai que des roches magmatiques et puis des roches métamorphiques. D'accord? Et puis, il y a des ensembles aussi qu'on appelle volcano-sédimentaires. Ça veut dire que ce sont des roches sédimentaires qui ont été reprises par des cycles orogéniques. Mais je ne peux pas avoir de roches sédimentaires dans ma zone. Donc, ça, c'est des informations de base que je dois avoir d'abord. Donc, quand je suis convaincu que dans ma zone, il ne peut pas avoir de roches sédimentaires, donc j'élimine déjà cette hypothèse-là. Maintenant, j'ai le socle au niveau de la géologie de Côte d'Ivoire. Dans le socle, je peux avoir deux grandes entités, soit des roches magmatiques, ou bien soit des roches des roches métamorphiques. Donc, je vais voir, est-ce que avec l'image que j'ai, je peux aller dans les détails? C'est ça le problème, en fait. En géologie, c'est ça le problème. Donc, on ne peut pas utiliser des images de résolution élevée parce qu'elles ne sont pas gratuites. Maintenant, si tu as la possibilité d'utiliser une image de résolution élevée,
Donc, tu fais le même exercice. Une fois que tu as identifié les affleurements, tu fais un recadrage. Je vous ai montré comment on délimite les fenêtres. Donc, maintenant, tu regardes dans cet ensemble-là, est-ce qu'il y a des roches métamorphiques? Est-ce qu'il y a des roches magmatiques? Si oui, comment est-ce que tu vas savoir qu'il y a deux types de roches? C'est à travers l'analyse de la réflectance. D'accord? Donc, comme on a dit ici, la démarche, c'est la même chose. C'est à partir de la signature spectrale des entités que je vais les identifier. C'est vrai, sur l'image, je ne peux pas savoir, ça, là, c'est la roche magmatique. De l'autre côté, c'est la roche métamorphique. Je ne peux pas le savoir. Mais ce qui peut me permettre de savoir que c'est deux roches différentes, c'est au niveau de la différence sur la signature spectrale. Est-ce que vous voyez? La roche magmatique et puis la roche métamorphique n'auront pas la même signature spectrale. Donc, sur l'image, je vois deux signatures spectrales qui peuvent être identifiées soit à travers les niveaux de gris, soit il y a un qui est plus foncé, ou bien il y a un qui est moins foncé. D'accord? Ou bien, quand je fais des compositions colorées, vous allez voir que c'est des couleurs différentes. Donc, j'essaie dans ma zone, maintenant, dans la zone de Korogo, je vois deux types de signatures spectrales. D'accord? Mais il me faut d'autres sources d'informations pour savoir telle signature spectrale correspond à telle entité géologique. C'est en ce sens-là que j'aurais besoin d'une carte géologique existante ou bien d'aller sur le terrain pour pouvoir les trancher. D'accord? Donc, une fois que je vais sur le terrain, il dit, ah, voilà, donc c'est effectivement, il y a deux types de roches, c'est pourquoi j'ai deux classes de signatures spectrales. Et tu vois. Voilà, maintenant, Ouais. quand j'identifie ça, c'est déjà bien. Je peux encore changer d'image. Est-ce que j'ai cette fois-ci une image de résolution centimétrique? Ah, ça devient intéressant. Là, je vais voir, est-ce que, voilà, je peux faire les mêmes traitements? Oui, je fais les mêmes traitements, les rapports de bande, les compositions colorées, etc. Ça permet d'identifier les différentes entités en fonction de leur signature spectrale. Même les classifications qu'on a fait là, c'est basé sur la réflectance. Vous avez vu les algorithmes de maximum maximum de vraisemblance et puis il y a angle spectral. Donc, ça veut dire quoi? Que les signatures qui ont à peu près le même angle spectral. Donc, il y a plein de paramètres comme ça qui me permettent de regrouper les signatures spectrales en fonction de leur nature. Vous voyez, non? Donc, Ouais. avec les images optiques, on est capable d'identifier les grands groupes de roches. D'accord? Mais ce qui est difficile avec les images optiques, c'est les minéraux. Bon, en mine comme ça, ce qui est important sont les minéraux. D'accord? Quand on attend Ouais. le diamant, c'est un minéral. Quand on attend l'or, c'est un minéral. Le nickel, c'est un minéral. Tous ces minéraux-là sont contenus dans les roches. Mais malheureusement, avec les images optiques, on ne peut pas voilà, identifier ces minéraux-là. Mais c'est possible avec les images hyperspectrales. Donc, dans le coup, si d'aventure vous avez l'opportunité d'avoir ce type d'image, vous pouvez faire ce même exercice, d'accord? Le protocole, je suis en train de regarder si le... Ah, je vais répondre l'enregistrement, malheureusement.